L'objectif de cet atelier, c'est de vous donner des outils, ou en tout cas comment dire, vous apporter peut-être une conscience, parce que moi, ce que je dis aujourd'hui, même s'il y a des choses qui sont très pragmatiques, très sourcées, avec, on va dire, bon, voilà, aujourd'hui des expériences qui ont été faites. Malgré tout, ça reste aujourd'hui ma vérité. Et comme je dis, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Je suis là surtout pour vous apporter peut-être une autre manière de voir et de ressentir votre environnement et de voir comment ce dernier peut intervenir à la fois sur vos émotions, sur votre morale et même venir du coup à agir jusqu'à physiquement sur vous. Donc, l'objectif de l'atelier, c'est de comprendre les liens entre son environnement, son lieu de vie et ses comportements alimentaires. Si vous avez vraiment des questions à me poser en cours de route, n'hésitez pas. Mais effectivement, peut-être que il sera préférable voilà, que je vous donne, on va dire, tous les éléments et pour que après, éventuellement, même si vous avez des choses, comment dire, bon voilà, que vous posiez peut-être vos questions à la fin, mais je m'adapte aussi à vos besoins. Donc, on va commencer je vais quand même commencer par vous faire une brève présentation de ce que je fais et quelle est ma légitimité, si vous voulez, à vous parler et à animer cet atelier. Vu que on va dire, un métier qui est un petit peu euh, qui existe déjà hein, et voilà, mais qui n'est pas encore courant et que j'ai plusieurs champs d'intervention, donc je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer mes champs d'intervention pour que ça, en fait, c'est pas pour vous parler de moi pour vous parler de moi, mais c'est surtout, en tout cas, pour poser le déroulé de l'atelier et pour comprendre en fait pourquoi je viens vous parler de l'environnement et de l'impact que ce dernier peut avoir sur nous et voilà, comment agissent nos espaces de vie. Alors, vous m'excuserez parce que j'ai quelques petits problèmes techniques aujourd'hui et donc, du coup, je vais lire mes petites notes, ne serait-ce que parce que je suis quelqu'un de très bavard, très bavarde et que du coup, voilà, le fait d'avoir mes petites notes va me permettre de rester cadrée et de ne pas trop déborder sur le temps qui m'est imparti. Donc moi, je suis Christiane Lafarge. J'harmonise les maisons, les entreprises et les personnes pour alléger leur vie dans leur quotidien. Donc concrètement, j'accompagne les individus dans leur résolution de problématiques de vie en partant soit de la maison, soit directement d'eux-mêmes. Donc je suis à la fois décoratrice bien-être, consultante feng shui et coach en libération psycho-émotionnelle et énergétique. Donc, j'interviens là où les individus ressentent des blocages. Ça peut être donc quand ils ont des tensions familiales, quand ils ont des stress émotionnels, quand ils ont des difficultés relationnelles, des problèmes d'anxiété, des problèmes de sommeil, des sentiments de mal-être dans leur environnement ou dans leur vie en général. Euh, En fait, pour moi, chaque douleur a une origine qui est parfois ancrée dans l'espace où l'on vit ou où l'on travaille et parfois dans les émotions que l'on porte. Donc là, c'était pour vous expliquer un petit peu mes portes d'entrée. Mon approche est holistique, c'est-à-dire qu'elle combine des outils qui sont concrets et très pragmatiques et qui ont également une vision un peu plus globale. Avec la psychologie de l'habitat, la neuroarchitecture, l'énergétique, le feng shui et la biologie, j'aide vraiment à remettre du mouvement dans ce qui est figé dans la vie des personnes. Et alors, peut-être aussi que mon intervention peut vous surprendre parce que j'ai une approche certes pragmatique, mais j'ai une approche aussi qui est beaucoup plus intuitive et qui est beaucoup plus liée à l'énergétique. Voilà, l'idée, c'est d'aider à retrouver du sens dans la vie des personnes, de la joie, la légèreté dans leur quotidien, pour faire court. J'ai utilisé quelques termes, peut-être qui vont vous sembler un petit peu barbares, et que du coup j'ai pris un peu le temps de vous présenter là. La géobiologie, même si c'est un ancien métier, puisque c'est
c'est ce que faisaient nos sourciers ou nos druides avant dans les villages, va traiter tout ce qui concerne les influences souterraines, les ondes électromagnétiques, tout ce qui est phénomène subtil. Donc ça concerne vraiment, on va dire, l'environnement qui vient agir sur notre maison. Le feng shui et la psychologie de l'habitat sont vraiment deux outils dans lesquels on va pouvoir travailler à l'intérieur de la maison. Donc, le feng shui pour... bon, je vais vous faire aussi une brève présentation tout à l'heure sur le feng shui, mais en clair, on va travailler sur les 5 éléments, sur l'énergie, on va dire, qui circule au sein de la maison et qui peuvent venir perturber notre quotidien. La psychologie de l'habitat, la décoration en conscience, la neuroarchitecture, en fait, c'est plutôt tout l'aspect qu'on va aborder aujourd'hui dans l'atelier et pour lequel, finalement, qui est dans mes outils, qui est l'outil le plus cartésien et le plus pragmatique, mais qui va, j'espère, en tout cas, vous donner des éléments pour mieux à vous connecter à vos ressentis. Et mieux voir comment il vient agir chez vous. En l'occurrence, là, on va travailler sur des pièces qui concernent l'alimentation, notre rapport à l'alimentation. Voilà, j'espère que ça vous apportera des éléments. Et là, bon, le quatrième point, comme je vous ai dit, pour les personnes qui ne souhaitent pas intervenir directement par la maison parce que parfois ils n'ont pas encore perçu le lien entre la maison et eux-mêmes, ou parce que parfois beaucoup de personnes sont gênées qu'on rentre chez eux, à ce moment-là, on intervient au niveau émotionnel directement avec la personne. Quand je dis on, c'est je, hein. Alors, donc, toujours pour placer la conférence, la psychologie de l'habitat, c'est quoi? C'est c'est l'étude de l'impact de l'aménagement et de la décoration sur notre bien-être psychologique et émotionnel. C'est venir identifier comment notre maison, enfin, venir comprendre en fait comment notre maison est le reflet de notre état mental et physique et comment, du coup, un espace mal agencé peut influer sur nos habitudes alimentaires. La neuroarchitecture, en fait, pareil, c'est quelque chose de concret, hein, puisque ce sont des scientifiques et des architectes qui se sont mis ensemble pour étudier comment l'individu interagit ou réagit dans un espace donné. Donc, c'est vraiment la combinaison de l'architecture et des neurosciences pour du coup concevoir des espaces pardon, qui vont influer positivement sur nos vies. Puisque en tant que décoratrice bien-être, en fait, quand j'agence ou quand j'aménage un espace, je vais utiliser tous ces outils-là. La neuroarchitecture, c'est vraiment aussi le fait de toujours mettre l'inconscient de la personne, parce que la neuroarchitecture travaille énormément sur l'inconscient. C'est l'idée de mettre l'inconscient de la personne en sécurité. Et il faut savoir que notre inconscient, il est dit qu'il agit pour 95% souvent de nos actes. C'est-à-dire que même si on a l'impression qu'on est quelqu'un qui est très dans le mental, notre inconscient, souvent, il est plus, comment dire, il est plus puissant, on va dire, que notre conscient. Donc, c'est vraiment la capacité de pouvoir lui donner des éléments qui vont nous aider à mieux, comment dire, à mieux gérer notre état émotionnel, que ce soit anxiété, stress, etc., à être dans le bien-être. La géobiologie, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment qu'on n'abordera pas ici aujourd'hui, c'est vraiment toute l'étude de l'influence énergétique des lieux. Et le feng shui, pour ma part, moi, je pratique le feng shui tibétain, qui est un feng shui énergétique, qui a les mêmes, comment dire, où on a la même formation, on va dire, qu'un feng shui classique, sauf que c'est un feng shui qui est plus adapté à nos modes de vie d'occidentaux. Le feng shui, c'est vraiment l'outil qui nous permet finalement de venir
dialoguer avec sa maison parce que on a la possibilité, on va dire, d'établir une carte énergétique de la maison. Cette carte énergétique qui est divisée en 9 secteurs de vie euh, correspondent à des, comment dire, à des aspirations de nos vies. Ça peut être la carrière, la santé, la famille, l'amour, la créativité, les projets. Enfin voilà, il y a différents secteurs et en fonction de cette identification, c'est-à-dire qu'on va venir travailler sur la maison, mais avec des objectifs de vie qui nous sont très personnels. C'est-à-dire qu'on est vraiment en interconnexion entre la maison et, et nous-mêmes et ce qu'on souhaite voir arriver, on va dire, dans nos vies. Voilà. Donc j'espère, si vous avez déjà peut-être des questions concernant mon activité, peut-être qu'on voilà, on peut prendre 5 minutes, parce que c'est vrai que là j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle, même si je suis là pour ça, mais c'est OK pour vous? OK. Donc nous allons étudier l'impact des espaces de vie en particulier. En particulier la cuisine et donc la salle à manger. Enfin, la salle à manger, on va la voir très brièvement parce qu'on va travailler surtout. Enfin, voilà. Mais en tout cas, en particulier la cuisine. Là encore, avant de commencer, c'est pas que je souhaite faire du teasing, mais c'est toujours que, voilà, c'est pour faire. Je tenais à comment dire, vous faire part d'une citation que j'aime beaucoup, enfin surtout d'une personne que j'aime beaucoup, qui est Monsieur Éric Brun-Sanglard, qui est une référence aujourd'hui dans ce qu'on appelle la décothérapie, c'est-à-dire que la décoration, c'est pas juste décorer pour décorer, c'est vraiment décorer pour se faire du bien. Éric Sanglard, c'est un architecte d'intérieur français qui est devenu aveugle à l'âge de 33 ans et après sa cécité, pardon, il a fondé The Blind Designer. Vous avez vu mon superbe accent à Los Angeles. Et en fait, il s'est spécialisé dans le design sensoriel. Et en fait, c'est une personne aujourd'hui qui aménage des espaces alors qu'il ne, comment dire, qu'il ne voit pas, mais il perçoit la couleur. En fait, voilà, il perçoit la couleur et il perçoit son environnement en passant, on va dire, par son corps. Et donc, voilà, je trouvais c'est sympa de lui faire un petit clin d'œil. Donc, pour lui, choyer son estomac commence alors par la cuisine, qu'il s'agisse de mets que l'on mange ou de la pièce dans laquelle on les prépare. C'est-à-dire que notre rapport à l'alimentation, il est déjà ancré dans l'espace de notre cuisine, puisque souvent c'est là où on prépare nos repas. Donc, le concept clé, c'est vraiment que l'environnement influence non seulement nos émotions et notre état mental, mais aussi nos comportements alimentaires. Donc, des études montrent que l'agencement de la cuisine, les couleurs, l'organisation générale ont un effet direct sur la quantité de nourriture et le type d'aliments que nous consommons. Donc, le rangement, une affaire qui est à prendre au sérieux. Je crois que vous avez déjà eu peut-être d'ailleurs l'intervention de, je sais plus, la rangeuse, je crois, à un moment donné, qui a déjà Oui, certainement c'est ça. eu, Exactement. L'année voilà, dernière, Marie Curie, oui, qui a parlé du voilà, rangement. qui a déjà dû vous parler du rangement. Donc l'idée, c'était pas de vous faire, voilà, de passer beaucoup de temps là-dessus. Pour autant, il y a une étude du Journal of Environmental Psychology qui montre que les cuisines bien organisées favorisent des choix alimentaires qui sont plus sains, tandis que les cuisines encombrées mènent à une consommation excessive des calories. Donc, voilà, j'invite tout le monde à peut-être aussi, alors tout ce que je vais vous dire nécessite en fait que vous puissiez peut-être pas le ressentir aujourd'hui de suite, mais en tout cas l'expérimenter, l'observer dans votre quotidien et de voir à quel moment des fois on alors bon, je sais
pas si aujourd'hui vous êtes sujet aux pulsions alimentaires ou pas, parce que peut-être qu'au niveau de votre processus, vous n'en êtes plus là. Mais en tout cas, peut-être étudier comment le dérangement va ou pas activer notre appétit. Excusez-moi, je Oui, vais vous poser merci une Céline. Je question. suis désolée, oui. Il y a du Non, bruit un peu bonjour. autour de vous à des moments et du coup, ça revient. J'ai beau fermer votre micro. C'est pour ça que je vous envoie un message. Ça revient à vous, ça se rallume automatiquement. D'accord. Bon. Voilà. Je voulais savoir, quand vous parlez de rangement, vous allez nous expliquer comment ranger pour mieux après. Non, du tout. Euh, Non, d'accord. non du tout, parce que j'ai trop de choses à vous montrer. D'accord. En fait, du coup, moi, je vais surtout vous parler, et en plus brièvement, parce que, bon, voilà, euh, je vais vous donner en fait des points d'alerte, c'est-à-dire des points que vous allez devoir observer et voir comment, effectivement, si oui ou non, ça réagit chez vous. Euh, D'accord. voilà, parce qu'effectivement, on est tous différents, on a tous une Oui. sensibilité différente, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se connecter à ça et de voir d'où peut provenir cette envie des fois de manger qui peut être ou ne pas être raisonnée en fait. D'accord. Non, après, c'est sûr que je vais pas vous dire de venir me ranger, m'aider à ranger ma cuisine ou pour de dire de pas. Mais bon, euh, parce que c'est la première fois que je participe à une réunion, donc c'était pour savoir si vous alliez nous donner quelques petits conseils pour mieux Je vais ranger. vous, je vais vous donner quelques conseils et à la fin, en fait, j'ai préparé même des petites listes récapitulatives pour ceux qui D'accord, sont pas mais qui vont, on va dire, être des supports. Mais après, tout dépend, en fait, des besoins que vous avez. Si vous avez, voilà, il y a des gens, ils ont besoin vraiment d'un accompagnement spécifique pour pouvoir venir ranger parce que le rangement chez eux peut être une difficulté hein, en fonction de notre vécu, en fonction de tout un tas de paramètres. Et donc ça, après, c'est des choses que moi, je peux faire voilà, en dehors de l'atelier, d'accord, en tout cas ici. d'accord. Merci. Je vous en prie. Donc, un environnement chaotique ou encombré entraîne des comportements impulsifs, un stress mental et influence directement nos choix alimentaires. Organiser la cuisine de manière à avoir des espaces clairs et bien définis peut réduire la tentation de grignoter ou de faire des choix alimentaires rapides. Il faut savoir que 44% on consomme dans des cuisines qui sont désorganisées, on va avoir tendance à consommer 44% de calories en plus que dans une cuisine qui se trouve propre et bien rangée. Donc c'est pour ça qu'il était quand même important de faire juste un petit aparté sur le rangement. Et quand je dis rangement, c'est bien évidemment également nettoyage de sa cuisine. C'est-à-dire que l'espace doit être propre et visuellement en tout cas sain. Je voulais également vous faire un petit appart. En fait, là, à chaque fois, parce que on va dire presque chaque slide mériterait qu'on puisse, voilà, dialoguer ou en tout cas discuter pendant un petit moment. Mais moi, du coup, c'était essayer de vous donner plusieurs petits outils, on va dire plusieurs petites alertes et voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, le lien entre le remplissage de la maison et de soi, c'est quand même comment dire, un lien qui est intéressant d'analyser, de voir déjà comment notre environnement en général est, comment dire, euh, et j'allais dire décoré, mais aménagé, c'est-à-dire que on vit dans des espaces qui sont plutôt encombrés ou pas, et est-ce que ces espaces-là, eh ben, ils viennent nous dire quelque chose sur notre alimentation ou pas. Parce que effectivement, le besoin de remplir des espaces de vie peut être lié, et je dis bien peut être lié à un besoin de compenser un vide émotionnel. Et ainsi, donc, cette dynamique peut conduire à des comportements de suralimentation ou des compulsions alimentaires.
toujours dans une tentative inconsciente. En fait, tous les outils que je vous donne, ce sont en fait des choses qui viennent réagir sur notre inconscient. Mais comme je vous le disais, notre inconscient, on va dire, euh, euh, est finalement maître de quasiment tous nos mouvements. Donc, des recherches en psychologie environnementale indiquent que des individus vivant dans des environnements encombrés sont plus susceptibles de souffrir de stress, ce qui peut, là encore, entraîner des comportements d'impulsivité. Alors là, on va aborder un sujet qui, moi, me passionne, puisque c'est la psychologie des couleurs. Et la psychologie de couleurs vient vraiment interagir de manière souvent très significative sur nous. Pour autant, là, ce que je vais vous dire, il faut retenir que chaque couleur a toujours une polarité positive et une polarité négative. Et donc, que le tout réside dans la bonne utilisation et dans la bonne mesure de la couleur. Je vous avais noté une référence, mais bon, c'est pas nécessaire. Alors, les couleurs utilisées dans les cuisines, ainsi que tous les éléments décoratifs, ont un impact direct sur notre perception de la nourriture et sur notre satiété. Par exemple, les couleurs vives, comme le rouge, vont avoir tendance à stimuler l'appétit. Euh, les premiers à avoir utilisé la couleur, ce sont nos marketeurs, c'est-à-dire les personnes voilà, qui réalisent les publicités ou qui créent des logos. Si toutes les chaînes de restauration rapide, que ce soit McDonald's, Quick, Burger King, Domino's Pizza, euh, même Chicken, je ne sais plus quoi là. Enfin bon, elles ont toutes du rouge. Parce qu'en fait, le rouge est une couleur qui, dans l'inconscient de la personne, déjà, il y a une notion d'urgence, donc d'immédiateté. Il va falloir venir, on va dire, se nourrir rapidement. Et en plus, il y a une notion aussi d'ouverture d'appétit. Donc, toutes les cuisines rouges, quand on a, on va dire, un problème avec son alimentation, c'est une cuisine qui ne nous est pas favorable. Une cuisine bleue, même si le bleu est plutôt en général dans les autres pièces de la maison une couleur qui va avoir, comment dire, tendance à réduire, à calmer et on va dire à réduire le stress, ça reste malgré tout une couleur qui n'est pas favorable en cuisine parce que c'est la seule couleur qui n'existe pas dans notre alimentation, en fait. Enfin, c'est l'une des seules couleurs, en tout cas, qui n'existe pas dans notre alimentation. Et vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, lorsqu'on est dans une cuisine bleue, on peut avoir, en général, comment dire, on n'a pas d'envie pour cuisiner. Parce qu'il y a à la fois ce qu'on va, comment dire, ce qu'on va manger, et il y a à la fois aussi l'envie de se préparer un repas et de se préparer un bon repas. Alors, j'ai pris les couleurs les plus, voilà, les plus, on va dire, les plus courantes, parce que du coup, voilà, j'ai discuté, on va dire, avec un cuisiniste, et donc, ce qu'il vend plus actuellement, on va dire. La cuisine noire, qui est vraiment la cuisine par excellence, a priori en ce moment, c'est 7 ou 8 cuisines sur 10 qui sont plutôt noires, sont certes effectivement des cuisines qui sont perçues comme sophistiquées et modernes et qui ont, on va dire, le noir, ça fait toujours référence un peu au luxe. Donc, c'est des cuisines qui sont très en vogue. Pour autant, le noir, c'est une couleur qui crée un sentiment de repli sur soi. Et donc, du coup, c'est une couleur qui évoque l'introspection, voire la mélancolie, et cela influence donc forcément notre humeur et nos comportements. Et donc, ce ne sont pas forcément des cuisines qui sont très favorables. Les cuisines grises sont même si on a l'impression qu'elles sont, comment dire, un côté très pur comme ça, très organisé, tout ça. Mais c'est des cuisines qui nous relient toujours au mental, en fait, où on est toujours dans le mental. Et il faut ça, enfin, alors que
quand on est en rapport avec l'alimentation, l'idée, c'est quand même d'être en connexion avec son réel besoin et d'être du coup en connexion avec son corps. Et les cuisines grises vont pas favoriser cela. Le rose, c'est une c'est une couleur pareille qui peut être très favorable dans des chambres d'enfants, hein, parce que c'est l'amour, c'est la douceur. Voilà, le rose évoque voilà, des sentiments très agréables. Pour autant, dans une cuisine, là encore, c'est une couleur qui n'est pas favorable parce que elle nous amène inconsciemment à tout ce qui est pâtisserie. Et surtout urgence d'apaiser son émotionnel. Et donc, en fonction de comment on réagit par rapport à nos débordements émotionnels, ben, ça peut être plus ou moins favorable. Finalement, la cuisine qui répond le mieux en termes, quand on a, on va dire, une recherche d'alignement avec son comportement alimentaire, ça va être la cuisine blanche, parce que c'est celle qui donne le sentiment d'avoir un espace sain. Et, euh, et là encore, il faut savoir que le blanc, par exemple, dans une cuisine, ça peut être favorable, mais dans des pièces de vie, quand on se retrouve dans des pièces de vie qui n'ont aucune couleur dans les murs, le blanc est mal. À l'inverse, là, c'est une couleur qui va nous amener vers la mélancolie. Donc, tout ce que je vous dis, ce sont aujourd'hui, il existe beaucoup de livres. Hein, j'ai pas pensé à les sortir, mais si bon, moi la couleur, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Si vous souhaitez vraiment développer ce sujet de manière beaucoup plus pointue et pour chaque élément de la pièce, je pourrais vous donner des lectures. Comme je vous disais, il y a effectivement donc les couleurs et il y a également les symboliques décoratives. Là, des symboliques décoratives, ça veut dire tous les accessoires ou ce qu'on peut afficher sur les murs ou ce qu'on peut mettre, on va dire, en décoration dans notre cuisine. Euh, des symboliques décoratives, forcément, il y en a pléthore. Et donc, voilà, je ne voulais pas vous faire 10 000 slides. Si vous avez des questions, on peut voir avec, on va dire, des choses spécifiques dans votre cuisine. On peut voir à la fin pour que j'y réponde. Sachant que moi, de toute façon, une symbolique décorative, en général, comment dire, j'ai pas réponse à tout comme ça parce que ça va aussi dépendre du parcours de la personne, ça va dépendre aussi du vécu de la personne. Une même symbolique ne peut pas, parfois n'a pas le même effet sur tout le monde. Là, je vous ai mis parce que bon, j'ai une cliente quand elle a refait sa cuisine. euh, Parce que bon, voilà, elle avait des symboliques décoratives à la base qui étaient euh, enfin complètement, en tout cas pas alignées avec ses projets de vie. Quand elle a fait le changement, la première chose qu'elle a fait, c'était ces tableaux de nature morte et enfin alors, pas ceux-là spécifiquement, mais en tout cas des tableaux de nature morte. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis interrogée de me dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Et en fait, ce type de tableau représente des aliments ou des objets du quotidien. Et donc, ils ont une force symbolique qui peuvent rappeler donc la fragilité, l'éphémérité de la vie, mais qui du coup peuvent inciter à une consommation plus consciencieuse et une consommation plus soignée. Donc, ils nous amènent à réfléchir sur nos choix alimentaires. Et en l'occurrence, je pense que là, c'était judicieux. Je vous ai également mis deux symboliques décoratives qui sont présentes dans ma cuisine parce que, comment dire, même si aujourd'hui j'aménage des espaces et je suis très consciente du pouvoir et de la symbolique des choses sur nous, c'est vrai que j'étais jamais venue m'interroger sur mon cas personnel.
Et donc, je trouve que sur les symboliques que je mettais dans la cuisine. En l'occurrence, j'ai deux balances d'épicier dans ma cuisine. Et dès lors où on passe à deux, on va dire déjà, on est quand même dans une collection, on va dire, même si c'est un début de collection, alors que c'est pas mon souhait, mais inconsciemment, en fait, c'est intéressant de venir étudier. Alors, certes, il y a une forte symbolique qui rappelle l'authenticité, la précision et peut-être une certaine nostalgie du passé. Et effectivement, j'ai trouvé intéressant d'étudier ça parce que je suis plutôt, voilà, ça me correspond bien en tout cas. Mais en termes d'impact sur les comportements alimentaires, ces balances d'épicier vont avoir tendance à encourager une cuisine plus mesurée et réfléchie et à favoriser, on va dire, une approche attentive et équilibrée de l'alimentation. Mais en même temps, à rester toujours dans le mental. Et en fait, quand on est toujours dans le mental, à un moment donné, eh ben, en fait, c'est comme si on était toujours dans le contrôle. Et à un moment donné, malgré tout, c'est l'inconscient qui va prendre le dessus. Et c'est ce qui peut provoquer, on va dire, du coup, des pulsions alimentaires. Ce qui, pour le coup, peut être mon cas. Une collection de théières, j'ai également. Donc, et là, ça a été en fait, c'est toujours intéressant après de venir étudier son environnement comme ça. Moi, j'ai une cuisine comme beaucoup de cuisines en Provence où enfin, en fait, on entre directement dans la cuisine. Et en fait, inconsciemment, donc la théière, c'est vraiment le symbole de la convivialité, hein, et du partage. Et donc, je pense que inconsciemment, c'était une manière voilà de dire bienvenue en fait aux gens qui passaient la porte de la maison. Est-ce que ces symboliques vont encourager ou pas, comment dire, cette collection, du coup, peut venir encourager une certaine forme de convivialité, mais une forme de convivialité, effectivement, je suis quelqu'un qui est plutôt tendance à recevoir beaucoup. Mais alors, quel est notre rapport à l'alimentation quand on reçoit beaucoup? Quel est notre rapport à l'alimentation quand on est plutôt en convivialité? Voilà, c'est ça qui est. C'était juste vous emmener, en fait, des points de réflexion. L'organisation de l'espace. Là encore, il est important puisqu'il va venir influer sur notre manière de consommer. Pour la petite histoire, les premières cuisines qu'on appelait cuisines optimisées sont apparues en fait dans les années 20. En fait, avant les cuisines, euh, alors j'ai pas retenu les dates, mais même au tout début, je vais pas vous donner de date parce que je veux pas vous dire n'importe quoi, mais en tout cas, la cuisine au départ, elle était même pas forcément dans les maisons. C'était vraiment une pièce à part où c'était les gens qui s'occupaient de la maison, les serveurs qui s'occupaient, les serviteurs même, qui s'occupaient de faire leur repas à l'extérieur de la maison et ensuite ils apportaient le repas à la maison. Ensuite, quand on a commencé à être plus nombreux, il y a eu tout ce qu'on appelle les appartements, notamment les appartements haussmanniens. La cuisine était au bout de l'appartement. En fait, c'était pas un espace qui avait la valeur qu'il peut avoir aujourd'hui. C'était pas un espace qui était partagé. C'était un espace qui n'était pas réservé euh, pour les habitants finalement de la maison. Voilà, la cuisine, elle a vraiment évolué. Et depuis les années 20, en fait, on a commencé à avoir ce qu'on appelle les premières cuisines optimisées, c'est-à-dire des espaces de cuisine plus réduits qui étaient sous forme de kitchenette pour permettre aux femmes de gagner du temps dans leurs tâches ménagères. En fait, elles ont commencé à sortir de la maison, à travailler davantage. Et donc, la cuisine a pris une autre fonction. Pourquoi je vous explique un petit peu l'histoire? C'est parce que, si vous voulez, les phénomènes sociétaux font que ça vient également agir sur notre rapport à l'alimentation. Ensuite, on a eu dans les années 50 ce qu'on appelle les cuisines bars, là, comme vous pouvez voir sur la première photo en haut, qui
la cuisine bar reflète également une évolution sociale et une approche qui était beaucoup plus moderne dans les foyers. Donc la popularisation coïncide avec des changements sociétaux importants, comme je vous le disais, et notamment l'émancipation de la femme, comme je vous le disais également. Et ces cuisines étaient pensées pour être plus fonctionnelles, permettre de gagner du temps, et on avait un besoin d'efficacité dans ces cuisines. Mais du coup, enfin, voilà, besoin d'efficacité dans les cuisines. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ces cuisines, bah, plutôt, on y mangeait plutôt rapidement. Parce que l'idée, c'était de manger rapide, il fallait être efficace, manger sur le pouce, etc. On a créé on est venu, la mode est venue plutôt dans les années 90, quand c'est possible, hein, bien évidemment, sur des cuisines avec un îlot central. Mais là, effectivement, l'îlot central était là pour partager, il est là pour partager la convivialité, le partage des tâches, etc. Mais il a également quelques effets négatifs parce que l'îlot central va inciter au grignotage fréquent, car il rend la nourriture facilement accessible et surtout, souvent, il se retrouve aujourd'hui dans des espaces ouverts. Et donc, le fait d'avoir des espaces ouverts, notre cerveau, si souvent on est connecté avec le salon ou la salle à manger, notre cerveau, quand on a comment dire, une appétence déjà pour aller manger, notre cerveau va être tenté plus facilement. Alors donc, je vais passer quelques slides. Donc, comme je vous disais, les tabourets hauts qui sont souvent inconfortables ne donnent pas envie de se poser. Et de même, le bar où chacun s'installe n'incite pas à la conversation, à partager ses sentiments, ses problèmes. On y est alors trop en équilibre, trop à l'étroit, trop entre deux espaces pour nourrir correctement son corps et son esprit, pour le nourrir correctement en conscience, puisque une alimentation équilibrée passe souvent par comment dire, la conscience, en tout cas de l'instant présent et la conscience de ce qu'on est en train de manger au moment où on le fait. L'organisation de l'espace vient également jouer, donc, et quelque part, attendez, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Ouais. L'organisation de l'espace et donc la forme de la table vient également jouer sur nos comportements alimentaires. Les tables rondes, même si elles sont plutôt plébiscitées en feng shui, on va dire c'est bien d'avoir une table ronde parce que on va dire c'est plus harmonieux. En psychologie de l'habitat, des études ont été montrées que on passe en fait sur la table ronde, il faut qu'on y mange rapidement. On passe moins de temps sur une table ronde, par exemple, que sur une table carrée. Sur une table carrée, on va prendre plus de temps pour manger, pour partager, pour discuter. Parce que sur une table carrée, on va être en face à face. Et bien plus d'ailleurs que sur une table rectangulaire. Parce que sur une table rectangulaire, eh ben, on ne se voit pas. Le fait de se voir et de manger en convivialité permet de moins s'alimenter puisqu'on va passer plus de temps à discuter et puis du coup on va aussi prendre plus de temps pour manger. Donc favoriser quand on a, enfin avoir une table carrée dans une cuisine, c'est plus favorable. Ah, ensuite, là, je voulais vous parler, excusez-moi parce que mes notes se sont mélangées. Vous entendez mes feuilles. Je voulais vous parler de lumière. La lumière, bien évidemment, vient agir sur nous. En fait, c'est tout ce qui fait appel à nos cinq sens, hein. Que ce soit la couleur, tout ce qui fait appel en fait à notre corps, à notre capacité à réagir. Un éclairage trop froid va inciter à manger plus vite, va inciter à manger plus vite qu'une lumière tamisée. Je pense qu'on peut le noter quand on va manger, par exemple, dans un restaurant
on va dire, un peu plus classieux, avec un éclairage qui est un peu plus choisi, on va pas s'alimenter de la même manière que si on va dans un restaurant, par exemple, type Flunch, même si Flunch est très bien, hein, c'est pas le débat. C'est juste de voir qu'en fonction des lieux, on va pas s'alimenter de la même manière. Donc ça, c'est pour votre, comment dire, votre connaissance personnelle. Lorsque vous choisissez vos ampoules, il est bon de savoir qu'une ampoule se mesure en Kelvin. En fait, la température de la couleur de l'ampoule se mesure en Kelvin, qu'une ampoule à lumière dorée doit être inférieure à 2700 K, qu'une ampoule plutôt blanc-chaud est entre 2700 et 3300 K, et qu'une ampoule à éclairage blanc se situera aux alentours de 5000 K. Et ça, c'est ce qu'on trouve le plus. Donc, là encore, à vous de faire l'expérience et de voir. Être dans une ambiance tamisée le soir, en tout cas, euh, régulera en tout cas mieux votre appétit. Là, je voulais vous parler de l'énergie de la table. Donc, l'énergie, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus intuitif, beaucoup plus subtil. Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément quantifier, ni voilà. L'énergie, c'est comme quand vous allez chez quelqu'un et que finalement vous ne vous sentez pas bien chez cette personne-là. Vous savez pas dire pourquoi vous vous sentez pas bien, mais bon, en fait, votre corps ne s'y sent pas bien. Intuitivement, vous ne vous sentez pas bien. Bah, pareil, l'énergie qui va circuler autour d'une table, elle va être importante et va être en interaction avec votre alimentation. Et là, bon, là encore, on n'a pas la même énergie en fonction de si on mange dans une cantine d'entreprise ou si on prend le temps de partager un repas, par exemple en famille ou voilà, vous n'aurez pas la même énergie. Et du coup, si vous notez, vous n'aurez pas non plus le même rapport à votre alimentation. L'énergie de la table, ça passe aussi par le fait de choisir des couleurs qui nous font envie, qui nous donnent envie de bien manger, de bien s'alimenter. Choisir une belle nappe, choisir des beaux verres, de belles assiettes, même dans notre quotidien, va nous permettre d'avoir des choix alimentaires en conscience et plus mesurés. Parce que on va pas faire les choses machinalement, on va faire les choses en s'honorant. Et ça, voilà, c'est très important. Ça passe aussi du coup par l'envie de se préparer des choses qui nous donnent envie de manger. Le feng shui et la biophilie. Donc, le feng shui, c'est vraiment, quand on intervient en feng shui, c'est vraiment respecter le cycle, ce qu'on appelle le cycle constructif des 5 éléments. En feng shui, on travaille avec 5 éléments qui sont l'eau, le feu, le bois, le métal et la terre. Dans une cuisine, il faut impérativement que l'eau et le feu ne soient pas placés l'un à côté de l'autre pour qu'il y ait une bonne énergie, on va dire, vibratoire. Parce que l'eau éteint le feu. Il s'avère que souvent, les plaques de cuisson, ou en tout cas les éviers, sont juste à côté des plaques de cuisson. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là pour réguler l'énergie dans cette pièce, enfin à cet endroit-là en tout cas, c'est de venir installer soit un pot en bois, soit de venir installer un pot en terre avec des cuillères en bois ou une planche en bois. En tout cas, venir installer quelque chose en bois entre les deux pour que le cycle soit respecté en fait. Tout ce qui est élément feu, c'est la plaque de cuisson, le four. Tout ce qui est élément eau, c'est l'évier, le lave-vaisselle, le réfrigérateur. Et, et je vois plus ce que j'ai marqué, et le lave-linge quand il est dans la cuisine. Donc, pourquoi mettre un pot ou en tout cas, pourquoi mettre une planche en bois? Parce qu'à ce moment-là, l'eau nourrit le bois nourrit le feu, et le cycle constructif est respecté.
Ah oui, ce que je trouvais intéressant aussi de vous dire, c'est que symboliquement, les plaques de cuisson représentent le foyer. Donc, le foyer, c'est là où se concentre la force vitale et les énergies d'abondance de la famille en feng shui. Donc, il est important d'avoir toujours une plaque bien entretenue. Et comme je vous disais, en fait, le feng shui, c'est vraiment comme si on discutait avec sa maison. Alors, ça peut paraître perché hein, pour certains, donc j'entends. Mais en même temps, j'invite toujours à observer et en tout cas à essayer voilà, d'expérimenter avant de juger. Et peut-être que du coup, voilà, on n'est pas en connexion, bah, tant pis, c'est pas grave. Mais peut-être que ça peut vous ouvrir quand même une porte et constater que quand vous êtes en interaction, c'est quand même quelque chose de très puissant pour venir vous aider à vous aligner en fait dans votre quotidien. Pareil, les aliments que nous préparons se chargent du qi. Donc le qi, c'est vraiment l'énergie, hein. Le qi, aujourd'hui, on l'utilise dans les arts martiaux, on l'utilise en médecine chinoise traditionnelle, on l'utilise en acupuncture. C'est vraiment l'énergie qui circule dans notre corps, mais cette énergie, elle circule également dans notre pièce et elle circule également dans nos aliments. Donc, cuisiner, on va dire, avec soin et amour, augmente le taux vibratoire des aliments et va améliorer en fait votre rapport à l'aliment. J'arrive plus à passer les places. La biophilie, qu'est-ce que c'est? Alors, voilà, je trouvais utile de juste faire un slide là-dessus. C'est vraiment la possibilité de faire entrer en fait la nature dans sa maison en général et ici dans sa cuisine en particulier, parce que la biophilie repose sur l'idée que le contact avec la nature améliore notre bien-être et notre santé. Donc, comment faire entrer la nature dans notre cuisine en apposant soit des plantes quand on a la possibilité, soit des plantes aromatiques, soit des tableaux avec des plantes. Mais en fait, la biophilie, c'est quand même vraiment, ça peut être aussi la couleur verte qui est très liée à la nature, à la santé, etc. Mais en général, c'est aussi la possibilité des fois quand on a une cuisine qui est ouverte sur la nature, c'est là aussi on fait rentrer la biophilie. C'est rentrer en contact comme on peut, en tout cas, dans sa cuisine avec la nature. Donc, comme je vous disais, j'ai fait un petit récap, une petite checklist de la fiche idéale. Lucie, pour ceux qui souhaitent la recevoir, faites-le savoir à Lucie et, du coup, je vais lui adresser et voilà. Ah, Alors, les autres pièces de la maison. Alors, les autres pièces de la maison, bien sûr, on ne va pas avoir le temps de développer de manière vraiment aller dans, enfin voilà, chaque pièce de manière très spécifique, mais en tout cas, là encore, c'est pour vous alerter vos consciences et voir comment sont aménagées ces deux pièces dont on va parler, qui sont la chambre et la salle de bain. Et vous rendre compte que là aussi, ces deux dernières ont un impact indirect sur notre relation à la nourriture, sur notre relation à la nourriture. Pourquoi elles ont un impact direct sur notre relation à la nourriture? Parce que si on est dans une chambre, qu'on a une mauvaise qualité de sommeil, qu'on est dans une chambre qui est très encombrée, qui ne nous permet pas de lâcher prise, que dans notre chambre, souvent c'est là où on lâche nos émotions de la journée. Voilà. Si du coup notre chambre, qui est le symbole la symbolique de la chambre, c'est vraiment, elle est vraiment liée au repos, à l'ancrage, à la fatigue, au stress, à l'estime de soi. Si cette chambre n'est pas correctement agencée, aménagée, qu'elle ne soutient pas, on va dire, notre fonctionnement émotionnelle, eh bien, elle va forcément venir agir sur notre cuisine et sur ce qu'on va à la fois préparer et comment on va s'alimenter. Et il en est de même pour la salle de bain.
qui a une symbolique en psychologie de l'habitat qui est vraiment tournée vers la détente, la beauté, le bien-être, la purification, le fait de prendre soin de soi. Et c'est aussi un lieu où on lâche prise sur nos émotions. Donc, ces deux pièces contribuent à notre bien-être général en créant une synergie avec notre environnement alimentaire. Donc, ben, comme pour la cuisine, hein, ce sont des espaces qui doivent être organisés, rangés, propres, euh, éviter d'être surencombré pour que l'énergie circule bien, à la fois pour que l'énergie circule bien, on va dire d'un point de vue intuitif, hein, mais d'un point de vue beaucoup plus relationnel, enfin rationnel, la pollution visuelle vient de toute façon saturer nos esprits. Et lorsque notre esprit est saturé, ben, on n'est pas forcément, c'est pas le moment où on est le plus aligné avec soi. Et le fait de ne pas être aligné avec soi, va générer, c'est voilà, c'est toujours par voie de conséquence, va générer un rapport à l'alimentation. Il faut savoir que ça fait quotidiennement, c'est ce quotidien réalisé vraiment tous les jours qui, c'est un peu comme voilà, une goutte d'eau qui coule quotidiennement. Au bout d'un moment, ben, il y a un débordement, quoi. Et donc, du coup, je trouvais utile de faire un petit focus sur la penderie. Là, pareil, je vous ai préparé, on va dire, une petite checklist sur la penderie, parce que souvent, notre rapport aux vêtements, important. Il est important pour, comment dire, l'énergie qu'on va alimenter dans notre vie. C'est-à-dire que souvent, on va avoir tendance à garder des vêtements dans lesquels soit on ne rentre plus, ou dans lesquels on se dit, bon, ben, j'en aurais peut-être, si je reprends du poids, j'en aurais peut-être besoin. Mais d'un autre côté, quand on fait ça, on ne laisse pas la place. Alors déjà, on est toujours connecté ou avec le passé ou avec le futur et jamais avec le présent. Et du coup, on ne laisse pas la place aux nouvelles énergies et du coup, on ne laisse pas la place au fait, comment dire, d'identifier ce qu'on est aujourd'hui à l'instant T et de vivre ce qu'on est aujourd'hui à l'instant T. Et quelque part, de ne pas faire ça est relié au fait comment dire, de ne pas forcément avoir une bonne estime de soi et comment dire, une alimentation régulée va passer par l'estime de soi. Voilà, même si moi je suis pas psy, voilà, ça me semble évident. Donc, avoir une interrogation et se dire, bon, bah, aujourd'hui, il faut quand même avant même finalement de commencer à organiser sa cuisine, peut-être commencer à organiser sa penderie pour vraiment, comment dire, déjà prendre acte de l'évolution et de la transformation et honorer aussi cette transformation. Et j'ai envie de dire même qu'elle soit dans une prise de poids ou dans une perte de poids, parce que c'est aussi l'acceptation de ce qu'on est à ce moment-là. Donc, je vous ai sur la checklist que j'ai pas pris là directement avec moi, je vous ai mis un petit mode opératoire parce que séparer des vêtements, c'est aussi lié au fait de se délester. Donc, voilà, des fois, c'est pas quelque chose de facile. Il y a aussi toute la partie, comment on dit, symbolique des vêtements, attachement des vêtements, toute la partie vraiment émotionnelle et de voir comment, ben, en fait, les vêtements, il faut quasiment à la Marie Kondo, hein, les prendre un à un et voir bah, ce qu'ils nous font, comment ils agissent sur nous. Euh, Moi, ce que je préconise, c'est peut-être de commencer par une catégorie de vêtements, en fait, de commencer par voilà, les t-shirts qui ne nous vont plus, puis sur une autre semaine, les pulls qui ne nous vont plus, et puis aussi de réaliser peut-être les couleurs qui ne nous parlent pas,
parce que peut-être qu'avec les petites notions que je vous ai communiquées, voir que la couleur va également avoir un effet sur nous. On est des sociétés où on a tendance beaucoup à s'habiller en noir, hein, moi la première. Mais c'est des couleurs, le noir, c'est vraiment une couleur d'intériorité quand on n'a pas envie qu'on vienne nous embêter, quoi. Alors là encore, c'est une couleur qui est très liée au luxe. Voilà, pour les soirées, tout ça, porter du noir, c'est une chose. Porter du noir dans son quotidien, eh ben, ça va venir de toute façon, enfin systématiquement. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien que dans la langue française on dit avoir les idées noires, broyer du noir. Enfin voilà, ces expressions, elles font partie de notre patrimoine et elles ne sont pas là pour rien non plus. Donc avoir une conscience de la couleur, euh, c'est bien dans son bien-être, on va dire quotidien. Si je peux me permettre, moi, ce que je fais quand je passe de l'été à l'hiver, je regarde mon vêtement et je me demande si je l'ai mis. Donc, j'attends, admettons, 6 mois, on va dire, hein, 3 mois, 6 mois. Et si dans les 3 mois, je l'ai pas mis, bah, ça sert à rien que je le garde. Donc, ça me greffait de ma penderie qui me laisse la place que si je peux avoir autre chose, ou si j'achète quelque chose, et ben, je prends quelque chose que je donne ou que, voilà. Ah ben, je trouve que c'est une belle démarche. En fait, Voilà. voilà, après, comment dire, moi, je donne pas euh, vous l'avez, enfin, vous l'avez peut-être déjà compris. Là, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment l'expérimentation. Et moi, j'ai pas de formule toute faite pour tout le monde, en fait. Oui, 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 non, mais Et voilà. d'ailleurs, mais je Moi, trouve, c'est mon ressenti, quoi. voilà, merci de partager, parce que moi, je fonctionne un peu comme vous, Céline. Donc, merci de partager ça, parce qu'effectivement, c'est une méthode qui est, voilà, ça, qui peut être également efficace, mais qui peut aussi être un peu longue. C'est-à-dire que, Oui, mais chacun en fait, à chacun de trouver sa méthode, j'ai envie de dire. Et à chacun d'avoir la conscience aussi de ça. Parce que des fois, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, une penderie finalement, on va dire, surencombrée, je vois pas en quoi ça me gêne pas dans mon quotidien, ça m'empêche pas de dormir, on va dire. Eh bien, en fait, d'avoir la conscience de se dire, bah, si quelque part, ça vient quand même gêner ton quotidien, c'est plus là, en fait, que ça m'intéresse on va dire, de venir vous titiller. ouais, mais bon, quand on a une penderie avec, dans la même, il y a mon mari et moi, bon, Ah, ben, bah, déjà, ça limite. ça fait un peu serré. Donc là, il faut vraiment faire un choix des fois, hein, parce que sinon, on peut pas tout garder, quoi. Ou C'est ça. prendre une boîte ou un sac, qui s'aspire et garder, des vêtements. C'est ça, mais ça, c'est quand même pas ce qu'on appelle du coup de l'organisation. Parce Ouais, que oui, je est-ce que sais, mais bon. est-ce que ces vêtements qui sont dans le sac, est-ce que c'est des vêtements que l'on porte? Voilà. Mais bon, c'est pour ça que bon, le choix, pour moi, je parle. Après, je parle pour moi, hein, je parle pas pour les autres. Mais moi, je fais le choix de, si je l'ai une famille, ça sert à rien que je le garde parce que peut-être que je vais le regretter après. Je dis pas. Mais voilà. Après, il faut faire un choix parce qu'il y a mon mari, moi, dans la même penderie. Au bout d'un moment, ben, la perche, elle commence un Mais peu à se pencher, quoi, hein. c'est surtout que on se rend compte finalement, et ça, bon, je suis pas allée chercher les données sourcées, mais souvent on se rend compte que un vêtement que l'on garde au cas où, bah, c'est souvent de toute façon, même le au cas où, bah, par exemple, au cas où je perds 10 kilos. Ben voilà. Mais on se rend compte que finalement, quand on a perdu les 10 kilos, ce vêtement du au cas où, il ne correspond pas forcément à l'énergie dans laquelle on est. Mm. Et du coup, et où il ne correspond plus, en fait. Donc, le au cas où, euh, Finalement, on le mettra pas. souvent, Donc, voilà, il est jamais mis. Surtout
quand on est, on va dire, dans un processus de perte de poids, on est dans un processus une dynamique d'une nouvelle vie avec voilà, de nouvelles intentions, voilà, voilà, des changements alimentaires qui ont été mis en place. On est vraiment dans une dynamique de renouveau, donc on a envie de toute façon de tout changer. Certains même, ben, je pense qu'ils ont aussi envie de changer leur espace, mais voilà, ça c'est voilà, à vous d'identifier en fait chacun dans votre parcours. Et donc, Moi, je dis, hein, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais moi, je suis passée par les opérations et voilà, je me dis que bah, celui-là, je vais pas le remettre. Donc, moi, je préfère donner que de dire non, je garde parce que voilà, quand je vais maigrir ou quand je vais grossir, non, tant pis, bah, je préfère donner et peut-être le regretter, hein. Mais c'est c'est mon ressenti à moi. en tout De cas, toute souvent, excusez-moi, je vais sortir les chiens parce que c'est une sinon, bonne démarche. et Donc, on arrive quasiment à la fin parce que j'ai vraiment gardé un gros moment pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse, pour les personnes qui souhaitent aussi peut-être euh, partager, on va dire, et leur expérience et peut-être aussi des photos de leur cuisine s'ils le souhaitent. Si je peux répondre, c'est avec plaisir. Donc, comme je vous disais, vraiment, c'est en se connectant à son environnement et à soi qu'on peut mieux se comprendre en général et mieux comprendre nos besoins alimentaires. Pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience, la méditation. J'ai vu que vous organisiez des ateliers sur le yoga. En fait, ce sont également des techniques, ça je ne vais pas vous l'apprendre, qui nous aident à nous reconnecter à notre corps et du coup à nos besoins et qui vont effectuer, qui sont là justement pour mieux réguler nos comportements alimentaires. Le pratiquer de manière quotidienne, à son échelle, on va dire, c'est-à-dire pratiquer tous les jours de la pleine conscience ou de la cohérence cardiaque, même juste 5 minutes par jour sur du long terme, va vous aider à mieux réguler vos émotions et aussi à mieux vous connaître et à mieux réguler du coup votre appétit. Je vais en profiter quand même, si vous êtes d'accord, pour vous faire une petite expérience, parce que du coup, on a du temps. J'espère que je n'ai pas été trop rapide dans le déroulé. Mais je vais vous inviter alors, on peut faire juste une petite expérience de 5-10 minutes, on va dire une mini méditation. C'est OK pour vous, Lucie Oui, avec plaisir. Merci. OK, super. Je vous invite à... Alors, je vais essayer de la faire pas trop perchée. J'ai compris. Je vous invite à vous mettre dans une position confortable, à mettre vos pieds bien à plat sur le sol, à vous ancrer, on va dire, le plus possible, à positionner vos mains sur votre ventre. Si vous souhaitez fermer les yeux, fermez les yeux. L'expérience n'en sera que plus... Parce que en fait, il s'agit d'une expérience de visualisation. Donc, en fonction de si on y est habitué ou pas, on arrive plus ou moins à réaliser l'exercice. Je vous invite à inspirer, puis expirer vers le sol. Ressentir bouger votre ventre à ce moment-là. On va faire 3 respirations. Abaisser le rythme cardiaque pour que vous puissiez être davantage dans le ressenti. Et vous allez imaginer
On va faire deux petites expériences. Et vous allez imaginer que j'ai un rouleau d'aluminium là dans les mains et je vais couper une feuille, puis deux, puis trois. Je vous remets ces trois feuilles dans les mains et je vais vous inviter à essayer de faire une boule avec ces trois feuilles. Je vais vous inviter à mimer le fait de faire cette boule. Ce que je souhaiterais, dans la mesure du possible, que vous essayiez de ressentir cette boule dans les mains. Cette boule, on va rouler une première feuille, puis une seconde, et enfin une troisième, de façon à ce que la boule devienne beaucoup plus grosse dans vos mains et que vous la sentiez bien, bien rigide, bien dure. Je ne sais pas comment vous... Voilà. Est-ce que vous ressentez? Juste faites oui ou non de la tête. Et là, maintenant, je vais vous inviter à prendre cette boule qui est bien compacte, qui est bien... Voilà. Et à venir l'amener à votre bouche, ouvrir la bouche et la mettre dans la bouche. Voilà. Et je voudrais que vous ressentiez, qu'est-ce qui se passe? Quels sont, qu'est-ce qui se passe dans votre bouche? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que ça grince? Est-ce que certains n'ont pas pu l'amener à la bouche? Je vous invite à ressortir cette boule d'aluminium de la bouche, de noter vos ressentis. Et maintenant, qui en général n'ont pas forcément été agréables, je vais vous donner une orange. J'espère que tout le monde aime l'orange. Je vous donne un quartier d'orange et je vous invite à imaginer qu'il fait très chaud et que là, vous souhaitez vous réhydrater un petit peu et je vous invite à amener cette orange dans la bouche, là encore, et à ressentir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand vous croquez dans ce quartier d'orange? Cette orange est bien juteuse, bien sucrée. Qu'est-ce que vous notez de différent? C'est vraiment quelque chose qui est pour faire appel à votre observation et à votre ressenti. Je vous invite à inspirer, expirer et revenir à ici et maintenant. Alors, je veux bien, avant de vous dire pourquoi je vous ai fait faire cette expérience, je veux bien qu'on partage sur les ressentis des uns et des autres, savoir déjà si vous avez pu réaliser la visualisation ou pas, et savoir si, voilà, savoir ce que vous avez ressenti. Je vais me lancer. Ouais, Super. c'est ce que Coucou j'allais dire, Christiane. il en faut une première. Ouais, bah, on a l'habitude, hein. Coucou Christiane, ça va? Euh, Vas-y. Merci. En fait, bah, la boule d'aluminium, déjà, moi, je déteste ça. Donc, mes dents ont grincé. J'ai eu envie de vomir. C'était tout simplement horrible. Et moi qui mange pas d'orange, j'ai apprécié de pouvoir me rafraîchir la bouche avec cette orange et ce jus magnifique. Donc, je te remercie. Donc, Merci. voilà. Merci. Mais toi, je sais que la visualisation, c'est quelque chose Oui, on se qui- connaît suffisamment. voilà, on se connaît. Je sais que Anne, Ouais, la visualisation, c'est un exercice qui est facile pour elle. Mais ouais. en tout cas, même si ça ne l'a pas été pour vous, je vous invite en tout cas à pratiquer un exercice. L'exercice, enfin, la visualisation, c'est vraiment un exercice qui est très intéressant. D'autres peut-être vont se lancer. Merci Anne. De rien. Moi, je veux bien essayer de me lancer. Je sais pas si vous m'entendez. Vas-y, Ouais, vas-y, c'est bon. super. Ah, Sois- en fait, moi, j'ai ressenti une chaleur
une chaleur dans la main, d'abord, quand j'ai froissé la l'aluminium. Quand je l'ai mis dans ma bouche, j'ai ressenti de l'électricité, parce que ça doit être dû peut-être à mes plombs, je sais pas. De l'électricité et puis un sentiment de grincement aussi. Et quand j'ai mis le quartier d'orange dans la bouche, j'ai eu les papilles qui se sont mis à saliver et j'ai ressenti du sucre et comment dirais-je, et une douceur de l'appréciation en fait du fruit. Super, merci. Ouais. Moi, c'est un peu comme Soraya. Quand j'ai mis la boule d'alu dans la bouche, déjà, j'avais pas trop envie de la mettre, hein. Mais quand je l'ai mis, j'ai vraiment eu cette sensation d'électricité dans la bouche. Et tout de suite, je me suis recroquevillée en fait sur moi-même. J'ai eu vraiment, j'avais des émotions pas très belles, pas très négatives, on va dire. C'était un peu gris en moi, on va dire ça comme ça. C'était pas agréable du tout. Par contre, quand j'ai pris l'orange, j'ai bien senti, oui, tout de suite l'acidité, ce jus là qui est tellement agréable quand on croque dans un quartier d'orange. Et là, par contre, naturellement, je me suis redressée et j'avais de la chaleur en moi. Je sentais une belle émotion, quoi, en fait, tout simplement. Merci, Lucie. Alors, pour Moi, moi. de mon côté, oh, Ah, pardon. non, non, vas-y. De mon côté, quand on a parlé de la feuille d'alu, alors la sensation de froisser dans la main une feuille d'alu, déjà, j'ai senti comme des trucs dans la main. Comme quand on froisse effectivement une feuille d'alu, c'est pas lisse. Du coup, il y a comme des trucs. Et j'ai ressenti cette sensation-là dans la main. Au niveau, on va dire, gustatif, si on peut appeler ça comme ça, j'ai ressenti un goût féroce dans la bouche. Euh, pas forcément très agréable. J'ai beaucoup salivé, mais j'ai aussi beaucoup salivé avec le quartier d'orange, mais qui me salivait parce qu'il me donnait envie de manger et ce côté juteux, en fait, qui est venu vraiment. Et chaleureux, en fait. Il est un peu plus chaleureux avec le je sais pas pourquoi, mais voilà. Je l'ai ressenti comme ça. Merci. Voilà. Merci pour le partage. Donc, pour moi, en fin de compte, je ne peux pas ouvrir ma bouche très grande par rapport à une maladie que j'ai eue. Donc, j'ai eu un cancer de la base de la langue. Donc, du coup, j'ai pas pu prendre la brosse. Et du coup, j'ai pas pu, j'ai pris qu'un petit morceau. Et de là, non, c'était pas bon parce que mes papilles ne sont plus pareilles qu'avant. Donc, non, c'est pas bon du tout. Ça grinçait même si malheureusement je n'ai plus de dents, voilà, par rapport à la maladie. Et l'orange, comme c'est trop acide pour moi, je ne peux pas, je l'ai goûté, mais je ne peux pas la prendre. Ok, merci Céline. Merci d'avoir fait l'expérience en tout cas. Pour moi, c'était plutôt la sensation. C'est compliqué de mettre en boule ce papier d'aluminium là. Donc, du coup, j'ai fait une boule un peu trop grosse. Donc, comme j'avais pas envie de la mettre à la bouche, donc du coup, j'ai dû faire une boule un peu trop grosse. Et par contre, concernant l'orange, c'était très agréable, juteux. Ça m'a donné même chaud, ça m'a fait penser au soleil. Voilà, c'était bien plus agréable de sentir cette orange dans les mains. Merci. Je ne sais pas si tout le monde veut, veut faire part de son expérience, mais en fait, l'idée à travers ça, c'était de vous montrer que notre cerveau a une capacité à imaginer, grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs, à imaginer des situations et comment dire, du coup, le fait de les observer, c'est comme si on y était. C'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et dès lors où on a compris la puissance, on va dire, des visualisations, elles peuvent être utiles en fait quand on a comment dire, des envies ou des pulsions alimentaires. C'est-à-dire que des fois,
Là aussi, pareil, il y a des études hein, et ça, vous savez certainement aussi mieux que moi, hein. Euh, Finalement, le moment de, pas de satiété, en tout cas le moment de réconfort, on l'a même souvent avant d'avoir l'aliment dans la bouche. Et donc ça, c'est intéressant, du coup, de prendre le temps comment dire, des fois, de, voilà, de prendre conscience de ce qu'on va manger et de se dire que même déjà en imaginant déjà le manger, finalement, des fois, on a déjà la sensation dans la bouche et on a déjà le réconfort ou en tout cas l'émotion qu'on recherche avant même de l'avoir mis en bouche. Et ça se passe beaucoup au niveau du cerveau. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que chaque pensée, et ça, effectivement, que ce soit, comment dire, dans son rapport à l'alimentation ou dans son rapport à la vie en général, hein, chaque pensée est toujours un pas vers notre réalité. C'est pour ça que souvent, des fois, nos angoisses, elles vont être beaucoup basées souvent sur nos pensées, parce que on va imaginer que, on pense que, on va, voilà, et du coup, c'est pas forcément la réalité. Donc, avoir des pensées positives bah, nous permet de garder, comment dire, un alignement vis-à-vis de ce qu'on est, vis-à-vis de ce qu'on a envie de faire et vis-à-vis de ce qu'on a envie de mettre en place dans notre quotidien. Notre esprit est très puissant pour nous guider, on va dire, sur nos chemins de vie, sur nos choix de vie. Et c'est important de savoir lui faire confiance. J'espère que vous aurez trouvé un intérêt à cet atelier. On va passer à la partie questions-réponses. Je vais remettre, pour ceux qui le souhaitent, à Lucie. Au départ, j'avais dit inscrivez vos noms, prénoms, mais finalement, Lucie, je vais l'envoyer à Lucie, ça sera plus simple, et elle vous le retournera pour ceux qui le souhaitent. Pareil, ceux qui souhaitent être inscrits à ma newsletter, je vous invite à donner votre autorisation auprès de Lucie et à ce moment-là, je ne manquerai pas de, comment dire, de vous informer, on va dire, de mon actualité. Je vous fais un bref, quand même, aperçu de ce qu'on vont être, on va dire, mes prochains mois. En général, en moyenne, j'anime un atelier par mois hein, sur des thématiques autour de l'habitat, du feng shui, du bien-être, de l'émotionnel. Moi, j'habite dans le Var, je suis à Besse-sur-Issole pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, j'anime maintenant chez moi. Parfois, j'anime sur Hyères, au centre bien-être à Hyères. Euh, et d'ici juin, il y aura des ateliers qui seront en ligne. Et pour la petite information, j'ai un livre également qui est on va dire qui est en cours de préparation. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai sorti deux petits carnets sur 2024. Un petit carnet qui est destiné aux enfants qui s'appelle le journal des émotions de ma journée pendant 28 jours. Donc pour la petite histoire, l'idée c'est que c'est apprendre à l'enfant à comment dire à exprimer ses émotions depuis le plus jeune âge pour que finalement ces émotions ne viennent pas s'enquister en lui et ne viennent pas faire ses problématiques de demain. Plus on parle facilement des émotions, plus finalement on apprend à mieux se connaître et plus on apprend à mieux se gérer aussi. Donc c'est un carnet qui est vraiment destiné aux tout petits et ça passe voilà ça passe par le fait de dessiner son émotion. Il y a un petit oracle, il y a un petit exercice énergétique dedans, enfin tout ça. Mais pour la petite histoire, j'ai une cliente qui a utilisé pour elle, hein, alors que c'est pour les enfants, ce carnet
pour dessiner quotidiennement en fait ce qu'elle mange et pour voir quel est le parce qu'il y a une partie en fait je dessine ma journée et l'autre partie en fait ce que j'ai ressenti, ce que j'ai retenu de ma journée. Et elle du coup c'est un moyen puisque bon elle est artiste, c'était un moyen de mieux analyser son rapport à l'alimentation. Et j'ai également un carnet qui s'appelle 52 semaines pour une vie feng shui. Voilà, bon, c'est des carnets qui sont en vente sur Amazon ou auprès de moi. Je ne vais pas voilà, passer plus de temps que ça là-dessus, mais c'est juste pour vous dire un petit peu quel est mon quotidien. Tous les mois, je sors un article, enfin j'essaye tous les mois. En tout cas, là, on est en début d'année et donc je suis au taquet. On va dire que j'ai mes sujets. Tous les mois, je sors un article sur effectivement donc les thématiques qui m'habitent et qui est un article qui permet de vous offrir, on va dire, du contenu que j'essaye au maximum de valeur, on va dire, gratuitement. Bon, donc les carnets, je vous en ai parlé. Et d'ici fin janvier, j'ai une nouvelle, comment dire, une nouvelle prestation qui va sortir pour les gens qui ne veulent pas, on va dire, revoir tout leur espace de la maison, mais qui se posent des questions juste sur une pièce, qui veulent aménager cette pièce au mieux. Donc j'ai ce qu'on j'appelle le café coaching déco feng shui qui arrive. Donc, si vous avez besoin de me contacter, pareil, Lucie vous communiquera mes coordonnées si vous n'avez pas le temps de les prendre. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Ça a été un plaisir de pouvoir partager avec vous. Et en tout cas, j'attends vos questions avec impatience.